Sur cette chaîne et à travers mes vidéos, je vous présente divers remèdes naturels qui réfutent la théorie de l'évolution par leur perfection innée. En dépassant leur aspect superficiel et en explorant leur constitution profonde, leur mode d'action ciblé et leurs vertus prodigieuses, vous pourrez découvrir et contempler la merveille de leur complexité, l'harmonie de leur composition et l'ingéniosité de leur fonctionnement. Je vous propose ici un voyage dans le monde de l'infiniment petit pour observer les prodiges et les chefs-d'œuvre de la création que nous ne pouvons pas voir à notre échelle humaine. Car c'est dans ce monde microscopique et invisible à l'œil nu que se trouve la clé de la réfutation de la théorie de l'évolution. Pour chaque remède que nous allons étudier, nous verrons d'abord sa composition, puis son fonctionnement et son mode d'action, et enfin les raisons pour lesquelles leur évolution n'est pas possible. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, et cliquez bien sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Commençons avec un régulateur digestif naturel, le psyllium. Le psyllium, également connu sous le nom de plantain des Indes ou ispagule, est une plante originaire d'Inde. Son développement de graines est utilisé comme complément alimentaire en raison de ses propriétés bénéfiques pour la santé digestive. Le psyllium contient des fibres solubles, principalement sous forme de mucilage, une substance végétale visqueuse qu'on retrouve également dans les graines de chia trempées dans l'eau. Lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau, la poudre de psyllium forme un gel épais, comme pour les graines de chia. Une fois ingéré, il augmente la capacité de rétention d'eau de l'organisme à cause de sa grande capacité d'absorption de l'eau. Le mucilage du psyllium absorbe une grande quantité de l'excédent d'eau présente dans les selles liquides. Les selles deviennent ainsi moins liquides et moins fréquentes. Ce gel ralentit également la digestion des aliments, ce qui va ralentir le transit et permettre la guérison de la diarrhée, qui est provoquée en partie par une accélération du transit intestinal, donc de la digestion. Le psyllium absorbe tellement d'eau qu'il est important de boire beaucoup quand on en prend, car il peut en absorber une telle quantité que cela peut entraîner une déshydratation si on ne boit pas assez. Le psyllium est utilisé par l'homme depuis toujours. Aujourd'hui, en pharmacie, il existe plusieurs médicaments antidiarrhéiques synthétiques, mais le mode d'action est exactement le même, plagié sur l'œuvre du créateur, à savoir rétention d'eau et ralentissement de la digestion. Certains médicaments vont aussi avoir une action de blocage de la contraction des muscles intestinaux, appelée antispasmodique, certains synthétisés à partir de plantes naturelles et d'autres élaborés chimiquement, mais qui imitent des modes d'action naturels. Donc, comme pour tous les médicaments, il s'agit de plagiat de la nature. Et je dis bien plagiat parce que l'auteur de toutes ces inventions est toujours copié, mais jamais cité. Le psyllium est un merveilleux remède adaptatif et régulateur. En effet, il peut être utilisé en cas de diarrhée, mais aussi en cas de constipation. Pour soigner la constipation, le psyllium va stimuler le mouvement naturel des intestins, qu'on appelle le péristaltisme, qui est ralenti lors de la constipation. Mais grâce à l'augmentation du volume des selles et à leur consistance gélatineuse modifiée par le psyllium, les récepteurs dans les parois de l'intestin, qu'on appelle les mécanorécepteurs, vont être réactionnés à cause de l'étirement de la paroi intestinale. Cette stimulation des mécanorécepteurs va envoyer des signaux d'étirement au système nerveux entérique, qui est littéralement le cerveau de l'intestin et qui agit de façon autonome. Suite à la réception de ces signaux, le système nerveux entérique déclenchera des contractions péristaltiques qui remettront l'intestin en état de fonctionnement, donc d'évacuation des selles. La constipation sera donc guérie. Pendant le temps de la prise du psyllium, les selles, étant devenues plus massives et plus molles, vont permettre un rééquilibrage complet du système d'évacuation. Étudions le mode d'action du psyllium contre la diarrhée. Le psyllium est une fibre soluble qui, lorsqu'elle entre en contact avec de l'eau, gonfle et forme un gel épais.
Dans le cas de la diarrhée, les selles sont généralement trop liquides parce qu'il y a un excès d'eau dans le côlon. Le psyllium agit alors comme une éponge et absorbe cet excès d'eau, ce qui permet de rendre les selles moins liquides et plus consistantes. Le psyllium étant une fibre, est une prébiotique, ce qui veut dire qu'il nourrit les bactéries bénéfiques de l'intestin, ce qui rééquilibre la flore intestinale perturbée par des épisodes de diarrhée. N'est-ce pas fantastique ? Ce qui donne cette vertu de rétention d'eau et d'épaississement, c'est le mucilage. Le mucilage est une substance visqueuse et collante, produite par certaines plantes. C'est une sorte de gel formé au contact de l'eau, composé principalement de glucides polysaccharides. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le mucilage remplit plusieurs fonctions dans les plantes, notamment en les aidant à retenir l'eau, en les protégeant contre la déshydratation et en facilitant la germination des graines. Le mucilage est un gel très épais. Ce gel est donc composé de plusieurs polysaccharides. Les polysaccharides sont de grands glucides, composés de nombreuses unités de sucre simple reliées entre elles. La polysaccharide est un peu comme un collier de perles, où chaque perle est une unité de sucre. Les perles des polysaccharides du psyllium sont des molécules hydrophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment l'eau. Ces molécules, composées d'arabinose et de xylose, s'associent à l'eau pour créer un gel visqueux. Ce gel est responsable des propriétés absorbantes et épaississantes du psyllium. Ces guirlandes de molécules sont donc ce qui rend le mucilage si spécial. Quand elles entrent en contact avec de l'eau, ces molécules se déploient et s'éloignent les unes des autres, créant ainsi une structure plus volumineuse et gorgée d'eau, un peu comme des billes Orbeez. Ce gel est très utile pour la plante. Il l'aide à retenir l'eau, à se protéger contre la sécheresse, à coller aux surfaces et même à se défendre contre les prédateurs. Pour que ces polysaccharides puissent permettre à la matière d'absorber l'eau, il faut qu'elle soit composée de sucres hydrophiles, spécialement sélectionnés, sinon ça ne marche pas. L'arabinose et la xylose, qui sont des sucres hydrophiles, ne composent pas ce collier par hasard. Sans ces sucres, le mucilage ne peut pas exercer sa fonction et ne sert à rien. Comme pour les Orbeez, si on met de simples billes à la place, elles ne grossissent pas et n'absorbent pas l'eau. Alors pour sélectionner précisément des sucres hydrophiles, il faut une intelligence capable de faire des choix. Puis il faut aussi les organiser et les placer correctement sur le collier, et aux racines des plantes, qui se trouvent dans des milieux arides, pauvres en nutriments ou remplis de prédateurs. Et il faut bien sûr les créer. Les évolutionnistes diront que justement, c'est parce que les plantes ont évolué que ces sucres hydrophiles se sont progressivement conçus. Alors entrons dans l'hypothèse de l'évolution du psyllium. Il faut donc imaginer que les plantes seraient de savantes chimistes qui sauraient exactement comment concevoir des sucres hydrophiles tels que l'arabinose et la xylose, ainsi que des chaînes de polysaccharides complexes. On ne peut pas échapper à un créateur. Ou bien c'est Dieu, ou bien ce sont les plantes qui ont créé ce mucilage, mais il ne s'est pas créé tout seul. Alors allons plus loin. Imaginons l'évolution jusqu'au bout. Comment les plantes auraient-elles fait pour créer ces chaînes complexes ? Il faut un sacré niveau d'études et de pratique en laboratoire pour synthétiser des chaînes hydrophiles. Mais les plantes, sans cerveau, sans formation, sans mobilité, sans mains, sans yeux, juste en restant là comme ça, pourraient le faire ? Ou si les plantes ne sont pas à l'origine de cette création intelligente et ingénieuse, qui l'est ? Y a-t-il un responsable ? Ou aucun ? Qui a créé rien ? Eh bien, les évolutionnistes affirment que ces chaînes de sucre se sont fabriquées toutes seules. Alors on peut l'imaginer, c'est rigolo, ça fait un bon scénario de film de science-fiction, d'horreur épouvante, mais ce n'est pas scientifique, rien ne se fabrique tout seul, ça n'existe pas. Tout ce qui compose le mucilage fonctionne en synergie. La synergie, c'est le résultat obtenu quand plusieurs éléments ou personnes collaborent pour créer un effet plus important que ce qu'ils pourraient réaliser séparément. C'est quand la collaboration permet d'accomplir plus
que ce que chaque élément pourrait faire seul. La composition du mucilage du psyllium est synergique. Le mucilage est donc constitué de plusieurs composants qui interagissent ensemble dans un but commun, qui est ici la guérison de la constipation ou de la diarrhée. Composants qui sont les fibres solubles, notamment les arabinoxylanes, qui sont les polysaccharides responsables de la viscosité lorsqu'ils sont mélangés à l'eau. Leur rôle. Les fibres solubles ont pour rôle d'absorber l'eau, ce qui permettra la formation d'un gel visqueux avec l'aide des autres composants. Le but curatif, ralentir la digestion, augmenter le volume des selles tout en les ramollissant et favoriser la régulation du transit. Les monosaccharides, donc les sucres d'arabinose et de xylose qui composent les polysaccharides. Ces sucres ont pour rôle de gonfler en se liant à l'eau absorbée par les fibres solubles et de s'étendre pour épaissir le gel visqueux formé par ces fibres. Les lignines. Ce sont des fibres insolubles, ce qui signifie qu'elles ne se dissolvent pas dans l'eau et ne forment pas de gel. Leur rôle, en association avec les fibres solubles, stabilise la structure du gel formé grâce à leur structure rigide et insoluble. Elles agissent comme un ciment qui empêche le gel de se décomposer ou de se liquéfier trop rapidement. Elles complètent également l'action des fibres solubles par leur capacité à piéger les toxines dans l'intestin grâce à leur structure poreuse qui agit comme un aspirateur à toxines. C'est l'adsorption, je vous en reparlerai un peu plus tard. Comme ces lignines sont insolubles, elles peuvent traverser le transit intestinal sans être absorbées par l'intestin, et elles sont éjectées avec les selles, emportant avec elles les toxines qu'elles ont capturées. Le but curatif, débarrasser les intestins des toxines qui favorisent la constipation ou la diarrhée pour compléter la guérison. Les protéines végétales. Leur rôle, former une couche protectrice pour les polysaccharides, pour les aider à résister aux enzymes digestives ou à l'acidité gastrique. Cela permet au mucilage d'arriver intact dans l'intestin, où il pourra agir efficacement. Les protéines végétales interagissent aussi avec les fibres et l'eau, en créant des liens chimiques supplémentaires pour renforcer la consistance du gel et augmentant ainsi sa durabilité. Le but curatif, protéger le gel formé par les fibres solubles et les monosaccharides pour qu'il arrive intact dans l'intestin et pour qu'il puisse agir, et aussi renforcer la cohésion du gel. Minéraux et oligo-éléments. Composition, calcium, potassium, magnésium, etc. Leur rôle. Les minéraux renforcent les fonctions métaboliques et favorisent un environnement sain pour la muqueuse intestinale. Le but curatif, optimiser les bienfaits du mucilage en soutenant la santé globale de l'intestin. Les prébiotiques, leur rôle, nourrir les bonnes bactéries dans le microbiote intestinal. Le but curatif, renforcer le système immunitaire en renforçant les bonnes bactéries présentes dans l'intestin, permettant ainsi une meilleure réponse immunitaire. Tous ces composants apportent donc chacun leurs propres compétences, de façon organisée et harmonieuse, en travaillant ensemble dans un but commun, guérir la constipation ou la diarrhée. Voilà donc un beau modèle d'une petite usine naturelle, bien pensée, bien organisée, réfléchie et avec une action stratégique, par une intelligence ingénieuse et pleine de sagesse. Maintenant, pour penser théorie de l'évolution, il faut réussir à concevoir une synergie sans organisation. Et là, ça devient vraiment complètement débile, car on parle de systèmes complexes qui fonctionnent harmonieusement dans un but commun. Donc on parle d'intelligence. La conception et la gestion de systèmes complexes, cohérents et qui fonctionnent de manière harmonieuse, c'est une science, ça s'appelle l'ingénierie des systèmes. Cette discipline vise à s'assurer que toutes les parties d'un système, comme des logiciels, du matériel, des processus, fonctionnent ensemble efficacement pour atteindre un but. Cette science est utilisée dans divers domaines, y compris la conception des voitures, des bateaux, des avions, les technologies de l'information, la production d'énergie, les télécommunications, la santé, etc. En gros, c'est la science et l'art de trouver, de concevoir et d'assembler les bons objets
pour qu'ils fonctionnent ensemble efficacement dans un système complexe. Pour devenir ingénieur des systèmes, il faut au moins un bac+8, un doctorat en ingénierie des systèmes ou en sciences de l'ingénierie. Alors, à votre avis, pourquoi faut-il faire des études pour devenir ingénieur des systèmes ? Eh bien parce qu'il faut des compétences, parce qu'une telle discipline requiert de la précision, une connaissance très élevée en mathématiques, une bonne capacité d'analyse, une capacité à résoudre des problèmes complexes et surtout une connaissance des lois physiques. La science et l'art d'assembler des objets pour qu'ils fonctionnent en synergie est justement une science et un art, pas un hasard et un coup de chance. On n'obtient pas un système synergique, optimal et fonctionnel en attendant que ça apparaisse tout seul avec des mutations aléatoires. Pour obtenir un système synergique, il faut un concepteur, une intelligence et une mise en œuvre concrète pour le concevoir. Voilà pourquoi le psyllium n'a pas pu évoluer, car un système synergique, pour fonctionner, doit être fonctionnel du premier coup. Tous les éléments qui le font fonctionner doivent être là dès le début et tous en même temps pour produire l'effet désiré. Si l'équilibre synergique est perturbé par l'absence d'un de ces éléments, le système est défectueux, donc potentiellement dangereux, voire mortel pour l'organisme qui le contient. Car oui, les conséquences d'un dosage chimique non approprié et imparfait est une cause de déséquilibre profond pour les êtres vivants, qui dépendent d'un équilibre précis de molécules, et un excès ou un sous-dosage de tel ou tel élément rendra le système toxique pour l'organisme vivant. Un dosage chimique aléatoire serait comme modifier les réglages d'une machine complexe sans en comprendre son fonctionnement. Une évolution, donc un dosage chimique aléatoire d'un système synergique tel que le psyllium, aurait pour conséquence directe la destruction de son hôte, donc la fin de l'espèce. Et puis de toute façon, pour imaginer une formation progressive d'un remède comme le psyllium, il faut imaginer que des éléments complexes comme les polysaccharides, les lignines ou le gel obtenu à partir de ces composants seraient apparus comme par magie, au bon endroit, au bon moment, sans raison, sans concepteur ni sans intention, ce qui n'est pas possible. Conclusion, pas d'évolution possible pour le psyllium. Ou bien, si vous tenez à croire que de telles organisations pourraient naître du chaos et du hasard, je vous suggère de vous lancer sans formation dans l'ingénierie des systèmes, dans la fabrication de médicaments par exemple. On ne sait jamais, sur un coup de chance, peut-être que vous réussirez à ne pas empoisonner les gens avec vos créations hasardeuses. Voici un autre antidiarrhéique naturel qui utilise un autre fonctionnement que le mucilage. L'argile. L'argile soigne à peu près tout. Dans la Genèse, Dieu a créé l'homme à partir d'argile, ce qui explique qu'elle nous soit si bénéfique puisque c'est notre matériel de fabrication de base. L'argile permet de soulager rapidement la diarrhée grâce à ses propriétés absorbantes, anti-infectieuses, mais aussi anti-inflammatoires et cicatrisantes sur la muqueuse intestinale. L'argile a la capacité d'absorber les toxines et les substances indésirables qu'elle croise sur son chemin grâce à sa porosité. L'adsorption, avec un D, c'est un phénomène peu connu. En voici la définition. L'adsorption est quand des molécules d'une substance se collent à la surface d'une autre substance, sans pénétrer dans sa structure interne. En effet, toute surface adsorbante est constituée d'atomes n'ayant pas terminé toute leur liaison chimique. La surface adsorbante a donc tendance à combler ce manque en captant les atomes et molécules qui passent à proximité. En plus simple, l'argile a la capacité de piéger à sa surface toxines et impuretés, huiles et graisses, métaux lourds, colorants et substances organiques, bactéries, virus et autres micro-organismes, odeurs, produits chimiques, éléments radioactifs, etc. À condition bien sûr que l'argile soit humide. Les surfaces adsorbantes ont des points où les molécules étrangères peuvent s'accrocher.
Ces points peuvent être des imperfections ou des groupes chimiques spéciaux. Ces surfaces sont d'ailleurs souvent poreuses ou rugueuses, comme l'argile, ce qui crée davantage de zones, de points, où les molécules étrangères peuvent se fixer facilement. Les surfaces non adsorbantes, elles, n'ont aucun point d'accroche pour que les molécules étrangères puissent s'accrocher. Elles sont souvent lisses et sans imperfection, ce qui rend l'accrochage difficile, voire impossible pour les molécules étrangères. Ces molécules ne s'échappent pas facilement, ce qui permet à l'argile de purifier l'eau ou de retenir des nutriments. L'argile aide à réguler le transit intestinal en absorbant l'eau dans les selles et en adsorbant les toxines. L'argile a des propriétés protectrices pour la muqueuse. En formant un revêtement protecteur sur la paroi intestinale, elle réduit l'irritation et favorise la guérison des tissus endommagés. L'argile contient des minéraux et des oligo-éléments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. En réduisant l'inflammation dans le tube digestif, l'argile soulage les douleurs et les crampes abdominales associées à la diarrhée. En plus de l'adsorption, l'argile peut absorber, avec un B cette fois, les mêmes éléments. Donc l'argile absorbe et adsorbe. En résumé, adsorption des toxines. L'argile a donc la capacité d'absorber les toxines et les substances nocives présentes dans le système digestif. En absorbant ces toxines, elle réduit l'irritation intestinale et contribue à la diminution des symptômes de la diarrhée, voire à sa guérison complète. Formation d'un revêtement protecteur. Lorsqu'elle est ingérée, l'argile forme un revêtement protecteur le long de la paroi intestinale. Ce revêtement va protéger la muqueuse intestinale irritée, réduisant ainsi l'inflammation et l'irritation qui entretiennent la diarrhée. Régulation de la flore intestinale. L'argile peut également agir en régulant la flore intestinale, en favorisant l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et les bactéries nocives dans le tractus intestinal grâce à l'adsorption. Cela aide à restaurer une fonction intestinale normale et à réduire les épisodes de diarrhée. Réduction de la perte de liquide par absorption. En absorbant les liquides dans le tractus gastro-intestinal, grâce à sa fonction absorbante, qu'on appelle aussi fonction éponge, l'argile réduit la fréquence et la gravité des selles liquides et prévient la déshydratation associée à la diarrhée en retenant l'eau comme une éponge dans le transit. Aujourd'hui, nous connaissons tous le médicament Smecta, qui est tout simplement de l'argile, de la diosmectite précisément. Encore un beau plagiat. Ce qui est malhonnête, c'est que la plupart des médicaments synthétiques vendus en pharmacie sont présentés comme étant des inventions humaines, alors qu'en réalité l'homme n'a absolument rien inventé. Il n'a fait que copier les créations de Dieu qui sont présentes dans la nature depuis la nuit des temps, et gratuites. Alors voyons quelle est la théorie de l'apparition de l'argile selon les évolutionnistes. Selon eux, de la poussière et du gaz errant dans l'espace auraient explosé et auraient évolué en boules homogènes de magma et de feu il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre. De l'argile serait alors apparue sur cette boule, environ 500 millions d'années après son apparition, quand la boule de feu aurait refroidi. Il y a donc environ 4 milliards d'années. Et cette argile serait la matière dans laquelle serait apparue la vie. Ces premiers êtres vivants, des cyanobactéries, auraient donc évolué à partir de matière inerte dans un milieu stérile. Examinons 2 minutes cette théorie de l'apparition de la vie à partir de l'argile parce que ça nous sera utile plus tard. La génération spontanée, qui suggérait que la vie pouvait apparaître dans un milieu stérile à partir de matière inerte, est une ancienne théorie du Moyen-Âge qui a été réfutée au XIXe siècle par Louis Pasteur. Ses études sur le principe de la biogénèse ont démontré que la vie ne provient que de la vie et ne peut pas apparaître spontanément dans un milieu stérile. Ces recherches ont mis fin à la croyance médiévale selon laquelle des organismes vivants pouvaient surgir de la matière inerte. En effet, au Moyen-Âge, beaucoup de gens pensaient que la vie pouvait apparaître spontanément, par exemple dans les poubelles. Comme les mouches y apparaissaient sans que l'on voie leurs œufs, les gens croyaient qu'elles se formaient directement à partir des déchets.
Le principe de la biogénèse de Pasteur a donc mis fin à cette croyance bizarre. Mais malgré cette avancée scientifique, certaines personnes s'accrochent encore aujourd'hui à cette vieille idée périmée. Selon le principe de la biogénèse démontré par Pasteur, l'hypothèse de l'apparition spontanée des cyanobactéries dans l'argile est donc scientifiquement invalide. Mais nous allons quand même fouiller un peu plus profondément dans cette histoire pour déterminer si l'apparition accidentelle de l'argile sur Terre dans le scénario de l'évolution est possible. Pour cela, voyons d'abord comment l'argile se forme. L'argile se forme lorsque certaines roches sont en contact avec l'eau, dans une atmosphère stable, contenant assez d'oxygène pour favoriser l'érosion de ces roches par le vent et pour provoquer des variations tempérées de chaleur et de froid, car le processus de formation de l'argile doit se dérouler sous un climat tempéré, avec des températures modérées entre 20 et 50 degrés. Voyons maintenant le récit et la chronologie des apparitions selon l'évolution. Selon la théorie de l'évolution, l'argile aurait existé avant l'apparition des premières cyanobactéries, il y a environ 4 milliards d'années, et aurait été à l'origine de leur apparition, il y a environ 3,5 milliards d'années. Cela implique que la vie serait apparue dans un environnement totalement stérile, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, est impossible. Dans leur théorie, il y a environ 4,4 milliards d'années, la Terre était recouverte de magma et de volcans, sans atmosphère et surtout sans oxygène, avec une température de plus de 1000 degrés. Quelques milliards d'années plus tard, la température de la Terre aurait baissé et les roches se seraient alors formées. De l'eau pure et claire serait alors apparue par des processus miraculeux et serait miraculeusement restée à l'état liquide malgré une température avoisinant tout de même les 100 degrés. Je dis bien miraculeux, car l'eau est composée de 2 molécules, l'hydrogène et l'oxygène, et un élément composé à 50% d'oxygène ne peut pas apparaître accidentellement dans un environnement dépourvu d'oxygène. Mais dans la théorie de l'évolution, les miracles sont la norme. Je ne vais pas entrer ici dans tous les détails de l'évolution de la Terre car ce serait un sujet trop long à développer, mais j'y consacrerai une vidéo prochainement, parce que le degré de foi qu'il faut pour y croire est fascinant. En ce qui concerne l'oxygène, la théorie affirme que ce gaz aurait été produit par les cyanobactéries, celles qui sont apparues spontanément dans l'argile, et elles auraient inventé et conçu le processus incroyablement complexe et ingénieux de la photosynthèse. D'ailleurs, j'y pense comme ça, il me semblait qu'à 100 degrés, les bactéries ne survivaient pas. Mais bon, on n'est plus à ça près. Petit à petit, les cyanobactéries auraient donc produit assez d'oxygène pour créer une atmosphère gigantesque et pour la remplir d'oxygène en plusieurs centaines de millions d'années. Voilà pour le contexte. Maintenant, résolvons l'équation ensemble. Voici l'énoncé du problème. L'argile pour se former a besoin de roches, d'eau liquide, d'oxygène, d'une atmosphère, d'un climat tempéré et de température modérée comprise entre 20 et 50 degrés. Selon l'évolution, premièrement, les premières argiles se seraient formées sur Terre il y a environ 4 milliards d'années, dans un environnement aride, extrêmement chaud, sans oxygène, sans atmosphère et sous des températures avoisinant ou dépassant les 100 degrés, ce qui ne permet pas d'avoir de l'eau liquide car à 100 degrés, l'eau entre en état d'ébullition et de vapeur. Et pour cela, il faudrait déjà que l'élément eau, formé d'hydrogène et d'oxygène, puisse se former accidentellement dans un milieu où l'oxygène n'existe pas. Deuxièmement, dans ces conditions infernales, de l'argile pure et saine se serait tout de même formée et aurait été à l'origine des premières formes de vie. Troisièmement, les premières formes de vie, nées accidentellement de l'argile, auraient été des cyanobactéries très sophistiquées, car capables de la photosynthèse, et qui seraient donc à l'origine de la création de tout l'oxygène de la Terre et de l'atmosphère terrestre. Ces organismes seraient donc apparus spontanément il y a environ 3,5 milliards d'années. Quatrièmement, 1 milliard d'années plus tard, les cyanobactéries auraient achevé leur travail, remplir l'atmosphère d'oxygène grâce à la photosynthèse. Il y aurait donc 2,5 milliards d'années. Solution du problème.
L'argile nécessite plusieurs conditions pour se former. Premièrement, de l'oxygène. Il n'y en avait pas. Deuxièmement, de l'eau. L'eau ne pouvait pas exister dans un milieu où l'oxygène n'existait pas, parce que l'eau est composée à 80% d'oxygène. Et même si on imagine une apparition miraculeuse, l'eau liquide ne pouvait pas exister à l'état liquide sous une température de 100 degrés. Et même si on imagine qu'il y avait eu quand même un peu d'eau, elle aurait été complètement toxique à cause de l'absence d'oxygène, de l'absence d'atmosphère et des vapeurs toxiques de volcans brûlant depuis des millions d'années en continu. Troisièmement, une atmosphère stable et équilibrée. Il n'y avait pas d'atmosphère et si il y en avait une, elle aurait été complètement toxique. Quatrièmement, un climat tempéré et des températures modérées. Il n'y en avait pas non plus. Donc, la chronologie n'est pas cohérente. En effet, l'argile a besoin d'oxygène pour se former, mais selon la théorie de l'évolution, elle serait apparue avant les organismes vivants qui ont créé l'oxygène. Elle serait donc apparue dans un milieu sans oxygène. Or, l'argile ne peut se former que si l'on a une atmosphère stable, un climat doux, des températures modérées, de l'eau et de l'eau liquide et non toxique. Selon la théorie de l'évolution, ces conditions seraient apparues seulement après que les cyanobactéries aient créé l'oxygène et une atmosphère propice à la formation de l'argile. Conclusion, le récit de l'évolution concernant l'argile n'est scientifiquement pas possible. Passons à l'antiseptique naturel, le miel. Le miel est un antiseptique naturel, c'est-à-dire un désinfectant externe, un antibactérien. Les propriétés antibactériennes et antimicrobiennes du miel proviennent de plusieurs facteurs, mais ici nous nous attarderons principalement sur le peroxyde d'hydrogène. Le miel contient du peroxyde d'hydrogène, un agent antibactérien qui tue les bactéries en détruisant leurs cellules par oxydation. Voici comment est produit naturellement le peroxyde d'hydrogène, et nous reverrons cela plus en détail un peu plus tard. Premièrement, le butinage des abeilles. Les abeilles collectent le nectar des fleurs et le stockent dans leur estomac à nectar. Deuxièmement, transport du nectar vers la ruche. Troisièmement, transfert du nectar dans la ruche. À leur arrivée dans la ruche, les abeilles régurgitent le nectar et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières qui le mélangeront avec une enzyme nommée glucose oxydase. Quatrièmement, transformation et déshydratation. Les abeilles déposent le nectar dans les alvéoles en cire à l'intérieur de la ruche. Elles ventilent les alvéoles en battant des ailes, ce qui favorise l'évaporation de l'eau contenue dans le nectar. Ce processus épaissit le nectar, le transformant en miel. Cinquièmement, la formation du peroxyde d'hydrogène. La glucose oxydase des abeilles transforme le glucose du nectar en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène en utilisant l'oxygène comme réactif. Sixièmement, la stabilisation dans le miel. La stabilisation du peroxyde d'hydrogène dans les alvéoles de la ruche est un processus crucial pour la fabrication du miel, car elle régule sa concentration en peroxyde pour éviter qu'il ne devienne toxique, tout en préservant ses propriétés antimicrobiennes. Le nectar perd de l'eau grâce à la ventilation et l'évaporation contrôlée par les abeilles, ce qui augmente la concentration en sucre. En milieu hypertonique, donc riche en sucre, l'activité de la glucose oxydase diminue, ce qui ralentit la production de peroxyde. Et la formation d'acide gluconique, produit en même temps que le peroxyde, rend le milieu acide, ce qui limite encore l'action des enzymes, stabilisant ainsi la production et la concentration de peroxyde d'hydrogène. Grâce à la catalase, une autre enzyme, l'excès de peroxyde restant sera transformé en eau et en oxygène. Des concentrations excessives de peroxyde d'hydrogène peuvent devenir toxiques, non seulement pour les micro-organismes, mais aussi pour les abeilles ou la colonie. Cette stabilisation garantit qu'il reste actif contre les microbes, mais non nocif pour les autres vivants, pour lui-même et pour son stockage. Septièmement, la maturation du miel. Le miel continue de mûrir dans les alvéoles en cire, où il conserve ses propriétés antiseptiques grâce à la présence du peroxyde d'hydrogène et à d'autres composés actifs présents dans le miel.
Toute cette production est organisée parfaitement. Le processus est réglé, stable et n'a jamais changé. Aucun hasard dans l'histoire. C'est un processus de fabrication élaboré. Une véritable recette de cuisine grandeur nature. Et ce n'est pas au cuisinier qu'on va apprendre que le hasard en cuisine ne donne rien de construit ni rien de bon. Mais imaginons tout de même un processus d'évolution du peroxyde d'hydrogène, puisque selon la théorie de l'évolution, tout a évolué. Alors, il faut déjà réaliser que selon cette théorie, les abeilles seraient apparues sur Terre il y a environ 120 millions d'années, et elles auraient coévolué avec les fleurs qui seraient apparues à peu près en même temps. Avant ça, selon les évolutionnistes, il n'y avait donc aucune fleur sur la Terre. Donc pas de fleurs, ça signifie pas de fruits, car les fruits, avant de le devenir, sont des fleurs, et de toute façon, sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation, donc pas de fleurs, pas de fruits et pas de graines. Rendez-vous compte, pas de fleurs, pas de fruits secs, pas de légumes. Ça veut dire que les herbivores à cette époque ne mangeaient que de l'herbe. Je vous laisse imaginer le taux de malnutrition, surtout quand on sait qu'avant, les animaux étaient beaucoup plus gros. Mais en réalité, cette histoire est complètement fausse, car les papillons, qui se nourrissent de nectar de fleurs, vivaient, selon la propre datation des évolutionnistes, avec les dinosaures au Crétacé il y a plus de 200 millions d'années, donc environ 100 millions d'années avant l'apparition des fleurs. Mais revenons-en à notre sujet. Selon la théorie de l'évolution, les abeilles descendraient de leurs ancêtres, les guêpes, qui, elles, ne possèdent pas de glandes hypopharyngiennes comme les abeilles. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que c'est. Ces glandes servent aux abeilles à sécréter une enzyme, la glucose oxydase, qui, mélangée au nectar, va produire le peroxyde d'hydrogène. Revoyons le processus de fabrication du peroxyde plus en détail. Une fois que l'abeille butineuse a collecté le nectar de la fleur, elle le stocke dans une poche spéciale appelée jabot ou estomac à miel. Une fois arrivée à la ruche, l'abeille butineuse transfère le nectar dans la bouche d'une abeille receveuse. Cette abeille passera ensuite les gouttelettes de nectar à sa voisine, qui à son tour le passera à une autre ouvrière. Ça, c'est la trophalaxie. Les abeilles receveuses vont mâcher le nectar pendant une trentaine de minutes avant de le repasser à une autre voisine. C'est durant cette mastication que l'enzyme glucosoxydase entre en jeu. Cette enzyme est sécrétée par les glandes hypopharyngiennes des abeilles receveuses. Les butineuses, elles, n'en possèdent pas. L'enzyme glucose-oxydase utilise l'oxygène de l'air pour oxyder le glucose, qui est un sucre présent dans le nectar, pour produire de l'acide gluconique et du peroxyde d'hydrogène. Une fois la trophalaxie terminée, donc la mastication et l'ajout de l'enzyme glucose-oxydase par les receveuses, la dernière abeille régurgitera le miel dans les alvéoles des rayons de la ruche. Une fois déposé dans son alvéole, les abeilles ventilent le nectar transformé avec leurs ailes pour évaporer l'excès d'eau. Le nectar transformé devient alors plus visqueux et prend la consistance du miel. Une fois que le nectar est suffisamment déshydraté et transformé en miel, les abeilles scellent les alvéoles avec une fine couche de cire pour le stocker et le préserver. Le peroxyde d'hydrogène, présent dans le miel, agit comme un agent antibactérien. Il va protéger le miel contre les micro-organismes et des bactéries, contribuant ainsi à sa durée de conservation, écoutez bien, éternelle, et à ses propriétés médicinales antibactériennes. Oui, vous avez bien entendu, éternelle est la durée de conservation du miel. Il ne périme jamais. Le miel est l'antibactérien le plus puissant au monde. Et il nous propose quelque chose en plus, la notion d'éternité, qui sur Terre normalement n'existe pas. N'est-ce pas fantastique ? Vous pouvez applaudir le Créateur pour une telle merveille. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. D'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer ce qu'étaient les glandes hypopharyngiennes. Les glandes hypopharyngiennes sont des glandes situées dans la tête des abeilles ouvrières qui produisent des substances essentielles comme la gelée royale pour nourrir les larves et la reine, ainsi que des enzymes comme la glucose-oxydase pour transformer le nectar en miel et protéger la colonie. Ces glandes sont composées de nombreux petits lobules.
Chaque lobule est constitué de cellules sécrétrices spécialisées dans la production des enzymes et des protéines. Elles possèdent des structures cellulaires comme des granules sécrétoires qui stockent et libèrent les produits sécrétés, en l'occurrence la glucose oxydase. La sécrétion de glucose oxydase dans les glandes hypopharyngiennes des abeilles est orchestrée de manière extrêmement précise grâce à une régulation hormonale et neurologique sophistiquée. Ce processus repose sur un dialogue constant entre le cerveau, le système nerveux et les glandes elles-mêmes afin d'ajuster la production en fonction des besoins spécifiques de l'abeille et de l'ensemble de la colonie. La quantité de glucose oxydase sécrétée par les granules sécrétoires n'est pas la même pour chaque abeille, en fonction de l'âge, de la taille ou encore de la place dans la colonie. Et pour affiner encore la quantité de la sécrétion à produire, les glandes hypopharyngiennes se fient à des signaux externes, comme l'abondance de nectar ou l'état des réserves alimentaires, et ces signaux agissent comme un système de communication radio, transmettant des informations sur les changements d'activité des abeilles ou sur les besoins nutritionnels de la colonie. Par exemple, si la ruche a besoin de plus de miel pour les réserves, les abeilles vont produire plus de glucose oxydase pour transformer le nectar plus rapidement. À l'inverse, si les larves nécessitent davantage de gelée royale, les glandes hypopharyngiennes vont modifier leur production enzymatique pour privilégier des sécrétions riches en protéines, donc moins de glucose oxydase. Les abeilles peuvent aussi ajuster leur sécrétion en fonction de la teneur en sucre du nectar, de la quantité de nectar à transformer, ou encore de l'humidité et de la température dans la ruche. Et la précision de sécrétion n'est pas seulement individuelle, mais elle est aussi collective. Une colonie d'abeilles et la production de leur miel est 1000 fois plus élaborée et ingénieuse qu'un laboratoire pharmaceutique. De plus, aucun instrument n'est utilisé. Pas de désinfection, rien, juste ces petites abeilles et leur anatomie. Et ce que je vous ai présenté, ce n'est qu'une minuscule partie de ce qu'elles sont capables de faire et de l'infinie intelligence de leur conception anatomique. Mais comme notre sujet est l'évolution des espèces, nous allons maintenant voir comment les abeilles et leur système de production du miel et du peroxyde d'hydrogène pourraient être le fruit d'une évolution sans créateur et sans intelligence. Les guêpes, qui sont censées être les ancêtres des abeilles selon l'évolution, ne possèdent pas de glandes hypopharyngiennes. Il aurait donc fallu que ces glandes apparaissent au cours de l'évolution des abeilles. Il aurait donc fallu que ces glandes apparaissent ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Vous allez comprendre pourquoi. 2 options. Première option, les glandes hypopharyngiennes sont apparues d'un seul coup sur une guêpe en cours d'évolution. Donc dans un monde un peu magique où des organes nouveaux qui n'avaient jamais existé auparavant peuvent pousser dans les êtres vivants à partir de rien et sans aucune cause. Vous pourriez donc vous réveiller demain matin avec une antenne aspireuse de nuages. Dans le monde de l'évolution, ça ne serait pas impossible. Mais dans le monde réel, ça l'est. Donc passons à la deuxième option. Il faut imaginer un modelage progressif de ces glandes complexes et de sa structure complexe jusqu'à l'infiniment petit. Dans ce cas, qu'est-ce qui serait apparu en premier ? Les enzymes, donc la glucose oxydase, ou des demi-enzymes pas finis, flottant aléatoirement dans la tête de la guêpe abeille, sauf que lorsque la glucose oxydase est pure, non diluée et non contenue, elle produit du peroxyde d'hydrogène en quantité très importante. Et en tant qu'agent oxydant, le peroxyde d'hydrogène peut provoquer des irritations cutanées, des brûlures et des dommages aux tissus muqueux. Des niveaux élevés de peroxyde d'hydrogène peuvent causer des réactions inflammatoires et oxydatives dans les cellules et les tissus, menant à des dommages et des dysfonctionnements biologiques, des effets nocifs sur les voies respiratoires et le système digestif. Impossible donc que cette enzyme soit apparue en premier. Les glandes hypopharyngiennes sont également reliées au cerveau et à tout le système nerveux. Rappelez-vous, c'est par communication avec le cerveau et le système nerveux que les doses de sécrétion sont produites dans les granules sécrétoires des glandes hypopharyngiennes. C'est cette connexion au cerveau et au système nerveux qui influence directement la production des enzymes par les signaux.
Comment se serait alors déroulée l'évolution de ces nombreuses connexions à travers tout le corps entre le cerveau, le système nerveux et les glandes hypopharyngiennes? Est-ce que le hasard aurait commencé par faire apparaître d'abord les glandes hypopharyngiennes, ou d'abord les connexions qui permettraient par la suite de relier le cerveau et le système nerveux aux glandes? Les connexions auraient-elles commencé à pousser à partir du cerveau, ou à partir des glandes, ou à partir du système nerveux? Du milieu? D'un seul endroit? De plusieurs? De tous les endroits d'un coup? Et tout cela sans aucune planification, par pur coup de chance. En réalité, il est impossible que les éléments divers qui composent les glandes hypopharyngiennes des abeilles et qui les relient au reste de leur corps soient apparus séparément, car les uns fonctionnent avec les autres, et si les glandes ne sont pas complètes, elles ne fonctionnent pas. Et si elles fonctionnent mal, elles peuvent causer des problèmes mortels à cause des substances qu'elles sécrètent qui doivent être produites et gérées dans des quantités bien précises. On a encore un cas de complexité irréductible. Si les guêpes avaient entamé un processus d'évolution vers les abeilles, mais sans être parfaitement finies et opérationnelles, elles auraient été des mutantes, victimes de leur propre mutation et de leur nouvelle glucose-oxydase non gérée, pure et non contenue, qui les aurait rongées de l'intérieur, et l'espèce n'aurait pas survécu. En résumé, la fonction antibactérienne du miel est le résultat d'une recette de fabrication très précise et suivie à la lettre par des ouvrières que sont les abeilles, et ce ne sont évidemment pas les abeilles qui l'ont élaborée. Les abeilles ignorent tout de ces composés chimiques. Elles ignorent ce qu'est une glande hypopharyngienne, une enzyme, du peroxyde d'hydrogène ou une bactérie. Elles ne font qu'appliquer des règles préétablies par une intelligence supérieure qui a inscrit ces règles dans leur instinct. Ou alors, il faudrait imaginer que les abeilles seraient en réalité des scientifiques cachés dans des corps d'insectes, qu'ils auraient des laboratoires cachés quelque part dans la nature dans lesquels ils concevraient des recettes d'antiseptiques ou d'autres substances curatives. Mais même dans ce cas, le résultat reste bien le fruit d'une intelligence. Conclusion. Les abeilles ont un système de production de miel très élaboré, conçu précisément, tel qu'il est et dans le but précis de produire du miel. Les abeilles ne sont pas les auteurs de ce système complexe et ne connaissent pas la chimie. Elles ne sont donc pas l'auteur non plus de la recette du miel et du peroxyde d'hydrogène, mais elles suivent les plans et la recette que le créateur a inscrit en elles via ce qu'on appelle l'instinct, qui est un mot trop faible, je trouve, pour décrire tous les plans et toutes les instructions qui s'y trouvent. L'instinct est en réalité comme une notice, un guide, un manuel d'utilisation infusé dans le savoir instinctif de l'espèce, sans qu'il n'ait à y réfléchir. On devrait plutôt parler de savoir instinctif ou de sorte de science infuse pour les animaux comme les abeilles. Donc, dorénavant, quand vous verrez du peroxyde d'hydrogène dans vos antiseptiques, comme dans l'eau oxygénée par exemple, vous pourrez dire merci à son véritable concepteur et à leur véritable conceptrice. Je n'ai parlé ici que de la fonction antibactérienne du miel. Le miel a encore bien d'autres vertus. Et pour les évolutionnistes qui voudraient me sortir le fossile de Melitosphex burmanensis, qui serait un mix entre une abeille et une guêpe, je vous réponds encore une fois que dans la nature, il existe des exceptions partout. L'ornithorynque possède un bec et pourtant, c'est un mammifère. Il y a des exceptions partout. Donc, cette espèce est une espèce éteinte qui était, elle aussi, une exception.